Bonjour et bienvenue à tous dans le dernier Stint, votre podcast qui débriefe les courses du WEC, le championnat d'endurance automobile. Cette semaine, on se retrouve pour parler des 6 heures de Sao Paulo, 4e manche de la saison, très calme mais avec des stratégies spectaculaires. Au sommaire cette semaine, BMW renoue avec la victoire après une course extrêmement solide au Brésil et recolle à Toyota qui a connu une course très compliquée pour le championnat. Nouvelle désillusion pour Cadillac qui avait une nouvelle fois le rythme, mais alors qu'il partait en première ligne, pas de victoire pour les Américains. Et enfin la catégorie LMGT3, elle connut une course plus discrète, quelques accros avec les hypercars et des stratégies rondement menées par certains constructeurs. Ce sera ce dont on parlera dans le point GT, la rubrique qui se concentre exclusivement sur la catégorie LMGT3. Merci d'être ici pour nous écouter, et si vous voulez en savoir plus sur les infos du podcast, mais surtout du WEC en général, vous pouvez aller suivre notre compte Instagram au @dernierstint.podcast ou moi directement sur mes réseaux sociaux au @natsert_fr. Je rappelle également que ce podcast est disponible sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et YouTube, donc n'hésitez pas à l'ajouter en favori et à le partager à un proche qui aime le sport auto. Les 6 heures de Sao Paulo 2026, c'est parti. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la 4e course de ce championnat du monde d'endurance. La mi-saison est passée hier soir avec les 6 heures de Sao Paulo. Et une nouvelle fois, je suis pas seul. Comme dans les 3 premiers épisodes, j'enregistre aujourd'hui avec un invité. Et aujourd'hui, il s'agit de Tim F101, petit créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Bonjour Tim, comment ça va ? Salut, ça va très bien et toi ? Eh ben ça va très bien, trop content de t'avoir avec moi pour cet épisode-là. Je te laisse te présenter en quelques mots avant de commencer le podcast pour que ceux qui te connaissent pas puissent te découvrir potentiellement. Ouais, bah écoute, moi je suis comme tu l'as dit, un petit créateur de contenu sur le sport auto, donc la Formule 1 et un peu tout le reste. J'ai des vidéos, pas très souvent, faut essayer d'en faire un peu plus, mais ouais, voilà. Eh ben c'est très cool de t'avoir ici avec nous pour le podcast. T'as du coup regardé aussi les 6 heures de Sao Paulo hier, une course très calme qui aura pas été marquée par beaucoup d'incidents. Qu'est-ce que t'en as pensé en général de du coup cette course qui aura pas eu énormément de faits de course? Bah ouais, comme tu l'as dit, la course était très calme, un peu soporifique par moment. Course très stratégique. Où la course, de toute façon, la victoire dans les 2 catégories, c'est joué clairement que à la stratégie quasiment. Il n'y a pas eu de grosses batailles en piste, c'était vraiment très stratégique. Ah bah oui, c'est clair, on l'a vu, hein. Du coup, les résultats, on va les donner maintenant. Résultats en course, victoire de la BMW numéro 15 chez les hypercars, devant la Ferrari 51 et la Cadillac numéro 12 qui partait en pole position. Et puis en GT, c'est une victoire première victoire d'ailleurs pour la Corvette numéro 34 du Racing Team Turkey by TF, devant la BMW numéro 69 du Team WRT et la Porsche 92 du Team Mantei, qui aura déjà en étant en 3e place termine à un tour des 2 premiers devant, donc ce qui montre vraiment les écarts qu'il y a eu pendant cette course, une course comme on vient de le dire très calme, qui a d'ailleurs été marquée par aucun abandon, aucune des 35 voitures n'a abandonné, une première dans l'histoire du WEC qui a été créé, championnat du monde d'endurance qui a été créé en 2012, aucun abandon, ce qui montre vraiment la course, la physionomie de la course qui aura été vraiment très calme et avec aucun incident majeur. Ouais, c'est ça. Il y a eu quelques accrochages en piste, mais aucun gros accrochage, que des petites voitures envoyées en tête à queue par-ci par-là, mais pas de gros incidents. Je crois que le seul moment où on a vu une voiture rentrer dans son box, c'est la Toyota en début de course suite à un accrochage avec la Genesis. Mais à part ça, toutes les voitures ont bien fonctionné, aucune casse, aucun problème mécanique. Donc oui, aucun abandon. Oui, on va y revenir un tout petit peu après sur les
les déboires de Toyota pendant cette course. Mais non, en plus cette course qui aura, on espérait pour le spectacle, l'arrivée de la pluie, qui ne sera jamais arrivée. On aura attendu longtemps, la pluie qui est censée arriver vers la mi-course, et puis finalement il y aura eu une toute petite averse en fin de course, mais sans aucune incidence sur la performance, ni sur les conditions de course et de piste. Donc ouais, non, ça a vraiment été une course, ce sera pas la course qu'on va le plus retenir en termes de bataille et de spectacle. Pour faire un petit comparatif, par exemple, Imola en début de saison aura été une course relativement calme aussi, mais c'est vrai qu'en GT on avait eu énormément de batailles et d'accrochages qui avaient causé le spectacle, mais là vraiment dans les deux catégories aucun incident majeur. Je te propose de parler directement des vainqueurs, donc BMW qui s'impose pour la deuxième fois cette saison, tout comme Toyota, 2 victoires chacun pour les deux gros constructeurs. Cette fois-ci, c'est la 15 qui s'impose, donc la BMW numéro 15 de Dries Vanthoor, Kevin Magnussen et Raffaele Marciello. Donc victoire pour ce trio à Sao Paulo. Une course en maîtrise totale pour BMW. Je te laisse en dire quelques mots si tu veux de ce que tu as pensé de cette performance des Allemands. Ils ont fait vraiment une très belle course, un bon départ de Magnussen qui dès le début est allé chercher l'Alpine qui était devant dès le premier tour je crois, et qui ensuite est allé faire un beau dépassement sur la Cadillac qui était à la deuxième position, je sais plus si c'était la 12 ou la 38 à ce moment-là, mais ouais, un beau dépassement au moment de rattraper les GT où ça a frotté un peu, mais vraiment un beau dépassement, peut-être le plus beau dépassement de la course, en tout cas qui a été montré, donc oui. Et après, très belle course, ils ont déroulé leur stratégie tout le long, une stratégie parfaitement exécutée, aucune erreur, stratégie parfaite qui leur a permis d'aller au bout plutôt facilement, sans gros problème non plus, avec aussi un très bon rythme qui leur a vraiment permis d'être devant sans trop de difficultés. Ah bah oui, BMW c'est vraiment la stratégie. De toute façon, globalement pour toutes les équipes, ce sera la stratégie qui définira leur course. Mais c'est vrai que BMW a donc réalisé une très très belle stratégie pour s'imposer. Première victoire en wake pour les 3 pilotes, il me semble. Il me semble que c'est tous les 3 leur première victoire. Peut-être. En tout cas en catégorie reine, en hypercar ou LMP1 pour ceux qui étaient là avant. Parce qu'ils n'ont pas gagné l'an dernier, BMW, des Aspas, c'était la 20 qui avait gagné. Oui. Donc il me semble bien c'est leur que première victoire. Ouais. Et il s'impose du coup 2 secondes 2 devant la Ferrari numéro 51 et 6 secondes devant la Cadillac numéro 12. Donc vraiment, on voit quand même aussi que les écarts sont relativement serrés pour une course de 6 heures qui, accessoirement, du coup, n'aura pas eu ni safety car, ni virtual safety car, ni full course yellow. Donc, Si, il y a eu un full course yellow en début de course. Ah oui. Qui avait des débris sur la piste. Bon, très court le full course yellow, mais quelques équipes sont quand même fait piéger et ont pris un drive-through pour ne pas avoir respecté la procédure. Oui, autant pour moi. Mais globalement, après, il n'y a pas eu d'incident majeur qui a resserré complètement le peloton. Donc, Non. Ça montre vraiment le niveau de compétitivité qu'il y a en tout cas à la tête du plateau hypercar. L'autre BMW, donc la numéro 20 qui avait gagné à Spa, a fait une course beaucoup plus discrète, 8ème position, pénalité infligée après la course pour un contact avec la Ferrari numéro, c'était à 50 il me semble. Ouais, c'est ça. Donc vraiment toute fin de course sur la dernière demi-heure, la BMW qui a tapé la Ferrari 50 dans les S de Senna, donc dans la section des premiers virages, et l'aura envoyé en tête à queue, et donc pénalité de 5 ou 10 secondes je crois, qui les reléguera du coup en 8ème position. Ils ont passé la ligne en 6ème place et ils finissent 8ème. Ouais. Et je crois que c'est 5 secondes de pénalité. Une course un peu plus discrète du coup pour les BMW, enfin la numéro 20 du moins. Juste derrière du coup on a eu Cadillac qui termine 3ème et 4ème aussi. Cadillac qui partait en première ligne avec du coup les deux voitures.
Et, et c'est encore une nouvelle désillusion pour Cadillac, qui avait encore une fois l'opportunité d'aller chercher la victoire, mais qui s'est un petit peu planté, qui a commis des erreurs, et qui malheureusement ne remportera pas cette course. Eux qui avaient gagné l'année dernière, comme ils avaient maîtrisé la course l'année dernière. Mais non, pas de victoire pour eux cette année. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de la course de Cadillac en général ? Cadillac, c'est dommage, ça fait plusieurs courses qu'ils ont vraiment le rythme pour jouer devant. C'était pareil au Mans. À chaque fois, ils jouent devant, ils peuvent gagner, mais à chaque fois, ils font des erreurs. Soit des erreurs de stratégie, soit des arrêts au stand loupés, des erreurs en piste, qui leur coûtent la victoire. Et là, par exemple, ce week-end, c'était flagrant avec la 12, qui, je crois qu'elle a eu un arrêt au stand difficile en début de course, oui, c'est si ça. je ne me trompe pas. Et après, je crois que quand c'était Norman Nato en piste, qui fait un tête à queue seul, et qui juste avant ou juste après se prend une pénalité pour avoir envoyé en tête à queue une GT3. Donc pénalité de 5 secondes plus le tête à queue, sachant qu'ils finissent à 6 secondes 6 de la victoire. Sans ces deux erreurs-là, ils pouvaient clairement gagner. Et ça doit être dommage pour eux, ça doit être frustrant, parce que ça fait 2 fois d'affilée que des courses leur échappent sur des erreurs bêtes, parce comment ils perdent aussi la victoire en fin de course, notamment à cause d'un drive-through, je crois. Ouais. Donc oui, Cadillac, c'est décevant. Ils peuvent gagner, ils ont le rythme pour gagner, ils sont les plus rapides, mais à chaque fois, il y a des erreurs qui viennent gâcher ça. Et là, ils sont quand même sur le podium, mais c'est dommage qu'il y avait bien mieux à aller chercher pour l'équipe américaine. Oui, c'est complètement ça, hein. Tu l'as dit, Cadillac qui était devant, et il y a eu malheureusement, comme tu l'as dit, ces erreurs qui se sont enchaînées un peu au même moment. D'abord, c'était Will Steven qui a percuté une GT, je sais plus quelle GT c'était, il me semble que c'était une BMW, mais je suis pas sûr. Et puis après, dans la foulée, dès la sortie des stands avec les pneus froids, Norman Nato qui part en tête à queue et qui perd aussi beaucoup de temps. Donc ouais, il y a des regrets à avoir chez Cadillac. Surtout qu'à la fin, ils ont tenté un coup aussi pour aller chercher la Ferrari, parce que les deux Cadillac étaient collés l'une derrière l'autre en 3e et 4e position, et ils étaient à seulement quelques secondes de la Ferrari 51, et on a tenté chez Cadillac de laisser passer la 38 qui avait plus de rythme pour aller chercher la 51, mais finalement derrière ils ont rééchangé les positions car ils n'ont pas réussi à aller la chercher, et du coup la 12 termine en 3e position devant la 38 4e, alors qu'ils partaient 1er et 2e. Et oui, et ce qui est encore plus dommage pour eux, c'est que vraiment c'était les plus rapides, c'est les deux voitures les deux Cadillac ont les deux meilleurs tours en course. Donc oui, c'est vraiment décevant parce qu'ils avaient le rythme pour gagner. Donc oui, c'est grosse déception pour eux, j'imagine. Ah mais c'est complètement ça. Puis surtout Cadillac, ils cherchent la victoire, ça fait un moment. Ils l'ont eu l'année dernière à Sao Paulo. Il me semble qu'ils en ont plus gagné d'autres derrière. Et c'était vraiment l'année dernière, puis surtout que leur victoire a un peu été biaisée par les histoires autour de la BOP. Beaucoup de gens définissent juste leur victoire à l'année dernière avec la BOP. Mais c'est vrai que cette année, ils ont du rythme. On l'a vu au Mans, on l'a vu à Spa, on le voit là aussi à Sao Paulo. Mais ça arrive jamais à aller au bout, et c'est bien dommage. Et j'espère pour Cadillac qu'ils vont gagner une des 4 courses qui restent avant la fin de l'année pour au moins récompenser leurs efforts. Donc on a parlé de Cadillac. Parlons aussi de 2 équipes qui se sont montrées un peu discrètes, mais qui se sont montrées, Ferrari et Alpine pendant cette course. On va peut-être commencer par Alpine. Alpine, notre équipe française, qui avait tenté une stratégie et qui finalement se retrouve loin, un peu comme un peu le même scénario qu'Aspa. Ils avaient la vitesse et puis finalement ils se retrouvent loin. Ils ont tenté de se décaler en termes de stratégie, et ils avaient placé la 35, il me semble, devant en début de course. Au niveau de la stratégie, ils se sont arrêtés légèrement plus tôt. Et puis finalement, ça n'a pas payé puisqu'ils ont dû faire un arrêt de plus en fin de course.
et se sont retrouvés du coup en 10e et 11e position alors que les Alpines partaient bien sur la grille. Et puis ils se sont fait remonter par la BMW numéro 15 aussi qui est revenue et qui les a doublés à la stratégie. Donc course difficile pour Alpine, enfin course difficile. Sur le papier non, mais le résultat ne reflète pas vraiment la performance qu'ils auraient pu aller tirer, un petit peu comme Cadillac finalement. Oui, c'est sûr que Alpine, la 35 était plutôt rapide. Après, par contre, un peu déçu du rythme de la 36 qui partait 3ème mais qui a très vite rétrogradé et qui n'a pas été flamboyante. On l'a pas vu de la course, qui finit à une 11e position décevante. Alors que du côté de la 35, la stratégie était très audacieuse. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Ils auraient pu gagner. Ils étaient dans le coup pour gagner, mais malheureusement, la stratégie n'était pas bonne, ce qui leur a forcé donc à faire un dernier arrêt au stand, où ils ont tout perdu, tout simplement. Donc, ils se retrouvent 10e. Encore une fois, c'est dommage, ces erreurs de stratégie, parce que ils étaient dans le rythme, surtout la 35 qui avait du rythme, et qui aurait pu aller chercher un podium, ça, j'en suis sûr. Comme tu l'as dit, l'Alpine 36 qui partait très très bien sur la grille. D'ailleurs, on peut le noter là, c'était la première qualification de Victor Martin, son mec. C'est lui qui a fait le chrono, qui a placé l'Alpine en 3ème position. Donc excellente performance du pilote français qui a rejoint le WEC et Alpine cette année. Donc vraiment ça a fait plaisir de voir Victor Martin se performer avec l'Alpine, qui, on le rappelle, pour ceux qui n'auraient pas forcément écouté les 3 premiers épisodes et qui ne seraient pas au courant, Alpine va quitter le championnat du monde d'endurance à la fin de l'année. C'est dommage, j'ai l'impression que je le dis à chaque épisode, mais c'est dommage, sachant que cette année ils arrivent enfin à trouver de la performance, ils arrivent enfin à être un constructeur crédible qui est capable de lutter contre les Cadillac, les Toyota, les Ferrari. Donc c'est dommage vraiment de voir Alpine partir en fin de saison. On espère au moins qu'ils vont réussir à faire une bonne performance d'ici les 4 dernières courses pour récompenser un petit peu leurs efforts cette année. Oui, c'est sûr que c'est dommage que ça fait 1 an depuis l'an dernier même où ils ont réussi à gagner, qu'ils sont dans le rythme. Donc quitter la catégorie maintenant, je trouve ça dommage. Après, il faut espérer que l'écurie Signatec qui s'occupe de l'écurie Alpine arrivera à trouver un repreneur et qu'ils continueront à faire rouler ces belles voitures peut-être sous un autre nom l'an prochain. On voit notamment beaucoup de rumeurs avec les Chinois de Geely, je crois, qui viennent rendre visite chez Alpine pour parler éventuellement d'un rachat de cette écurie d'endurance, donc ce qui pourrait être une bonne chose pour cette équipe. Mais malheureusement, oui, c'est vrai que c'est dommage de voir Alpine partir du championnat à la fin de saison. C'est vrai que voir ce constructeur rouler encore, ce serait beau. Hâte de voir l'avenir qu'a Signatec, mais en tout cas pour Alpine, la marque française c'est terminé. Il restera plus que Peugeot en équipe française. Peugeot qui, on peut en dire un mot d'ailleurs sur cette course, qui aura été invisible quasiment pendant les 6 heures de Sao Paulo. On les aura pas vus. Les 2 Peugeot terminent 14e et 16e. Donc non, on les aura vraiment pas vus sur cette course de Sao Paulo. Ouais, c'est sûr que Peugeot, ils n'ont jamais réussi vraiment à se mettre dans le rythme. C'est même en changeant de voiture et tout ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ils n'arrivent pas à être rapides, donc c'est dommage. Et on attend l'évolution de la nouvelle évolution de la 9X8 qui est censée arriver l'an prochain, parce que c'est vrai que là, Peugeot, ça fait vraiment mal. Ils enchaînent les résultats pourris. C'est souvent la dernière phase du plateau. Bon, là, ce week-end, c'était Toyota, mais ils sont jamais devant. Donc oui, c'est dommage. Mais là, la dernière évolution, enfin la prochaine évolution qui arrive sera le dernier espoir, je pense, pour la marque Lyon, parce que ils sont là depuis 2022, ils étaient là avant Ferrari. Ils ont toujours pas réussi à performer. Ils ont fait 2 podiums, je crois,
et pas plus. Enfin, c'est dommage pour la marque au Lyon. Ouais, c'est ça, surtout qu'ils ont déjà utilisé un joker d'évolution pour passer de la 9X8 sans aileron à la 9X8 Evo avec un aileron. Et là, ils sont en train de préparer une nouvelle voiture, donc ils vont griller leur deuxième joker d'évolution. Et je crois qu'ils n'en auront pas d'autres jusqu'à 2030. Donc si la prochaine voiture n'est pas bonne, ça va être dur pour eux, ça va être long. Surtout, ce qui est difficile pour Peugeot, c'est de voir par exemple qu'un autre projet comme celui d'Aston Martin qui est arrivé seulement l'année dernière, un projet LMH aussi comme Peugeot, performe déjà mieux que la marque au Lyon. Hein. Par exemple, sur ce Grand Prix-là, enfin sur cette course, Aston Martin a terminé 6e et 9e, contrairement à la 14 et 16e place de la Peugeot. Ce qui montre vraiment ce qui doit être dur aussi pour la marque au Lyon. Ouais, c'est sûr que pour Peugeot c'est très compliqué, surtout quand tu vois que Aston Martin, qui arrivait vraiment très récemment, arrive à bien performer, même si pour Aston Martin c'était très compliqué l'an dernier en début d'année. Enfin, mais depuis le début de saison, Aston Martin commence à remonter la pente, ça fait du bien de le revoir aussi bien. Parce que là, une 6e place, c'est vraiment un bon résultat, les deux voitures dans le top 10. Avant de clôturer sur la partie sur les hypercars, peut-être un petit mot sur deux constructeurs dont on n'a pas trop parlé. Ferrari qui était loin en qualification et qui finalement arrive à bien s'en sortir en course. Eux qui sont un petit peu discrets depuis le début de la saison. Ils s'en sont quand même bien sortis. La Ferrari 51 termine en 2e position. La 50 en 7e position et la 83, la Ferrari jaune du team AF Corse, termine en 5e position. Donc les trois voitures sont dans le top 7, ce qui est quand même plutôt bien. Ferrari qui aura en plus été impliqué dans des incidents. La 50, comme on l'a dit tout à l'heure, qui a été percutée par la BMW numéro 20 en fin de course. La 51 aussi qui a eu un contact avec une GT en milieu de course. Et la 83 qui a été assez discrète, on l'a pas trop vu la 83. Tu penses quoi du début de saison de Ferrari qui n'a pas gagné une course encore cette année, alors que l'année dernière ils ont été champions pilotes et constructeurs largement. Cette année c'est beaucoup plus discret, qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est sûr, comme tu l'as dit, qu'ils sont très discrets cette saison. C'est plus dur pour eux, la voiture est moins rapide, et moins véloce que les autres années. Mais ils arrivent quand même à faire de bonnes courses comme ce week-end en n'ayant pas le meilleur rythme. Là, on voit que c'est une très bonne équipe qui fait tout le temps des très bonnes stratégies qui leur permettent d'être dans le coup. Donc, comme ce week-end où c'était loin d'être les plus rapides et c'était loin d'être censé pouvoir jouer le podium, mais grâce à une très bonne stratégie sur la 51, qui d'ailleurs était vraiment parfaite. Il fallait pas un tour de plus, sinon ils auraient fini en panne d'essence. Mais oui, voilà, c'est vraiment une stratégie parfaite pour la 51 et aussi une stratégie d'équipe entre la 50 et la 83 qui se sont beaucoup suivis durant cette course, où quasiment durant tout le long, la 50 et la 83 étaient quasiment roue dans roue, et ce jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la 50 se fasse mettre dehors par la BMW numéro 20, ce qui a permis à la 83 de passer les deux voitures. Mais oui, c'est une course plutôt intéressante, notamment au niveau stratégie pour Ferrari. Et on voit qu'il faut qu'ils améliorent leur rythme pour pouvoir essayer de jouer les victoires plus facilement. Ouais. Et puis, petit mot pour terminer sur cette partie hypercar. On peut évoquer Toyota qui aura fait une course totalement invisible. Les Toyota qui terminent en 12e et 17e position. Donc la 7 qui avait remporté les 24 heures du Mans, qui termine 12e, course dans l'anonymat total. Et puis la 17 encore plus, qui a eu en plus des problèmes en début de course, comme tu le disais tout à l'heure, qui termine à 10 tours de la Peugeot qui est devant. Donc sachant qu'il n'y a pas eu d'incident derrière, ils n'avaient pas forcément l'occasion de remonter. Et ils ont fait la course vraiment seul en piste, tout derrière. Donc Toyota qui était en tête du championnat et qui est toujours en tête du championnat, qui avait remporté les 24 heures du Mans.
Cette course a permis aussi de resserrer les rangs à la tête du championnat constructeur, puisque Toyota est toujours en tête, mais avec ce 0 pointé, BMW revient à seulement 5 points, tout pile à la mi-saison, 5 points de la tête du championnat. Donc la bataille, on s'attendait en tout début de saison peut-être plus à une bataille Ferrari-Toyota, et bien finalement c'est une bataille Toyota-BMW qui se profile, et puis voilà, ça devient très très intéressant. Ouais, exactement. Donc oui, Toyota, une course très dure, très très dure pour eux, qui était ce week-end, ils étaient clairement pas dans le coup, c'était clairement les moins rapides avec Peugeot et Genesis, même si Genesis s'est montré un peu mieux en qualification, mais Genesis encore, voilà, pour parler vite fait de cette équipe, ils doivent encore apprendre en course, avoir plus de rythme de course, faire des stratégies un peu meilleures, mais la voiture peut avoir du rythme et peut être rapide, il le montre à chaque fois en qualification. Donc voilà, mais oui, pour revenir à Toyota, ça a été compliqué pour eux ce week-end, et en espérant que ça va aller mieux pour eux pour la suite de la saison, pour qu'ils puissent conserver leur première place au championnat, devant BMW, donc qui est très rapide en ce moment. Mais attention aussi à Cadillac, s'ils arrivent à régler leurs petits problèmes et à faire moins d'erreurs, ils peuvent aussi aller chercher ce titre parce qu'ils sont vraiment rapides depuis quelques courses. Ouais. Et puis même au classement du championnat pilote, ça se commence, ça c'est wow. Et puis même au niveau du championnat pilote, c'est très resserré entre Toyota, BMW, entre la 20, la 7, la 8 aussi, la 15. Enfin, c'est vraiment resserré. Et on va voir ce que ça donne sur les prochaines courses, sachant que sur les 4 courses qui restent, s'il n'y a pas d'annulation en vue pour les mêmes raisons qu'au début de saison, on a quand même 2 courses, du coup le Qatar et Bahreïn, qui seront des courses de 8 heures, qui vont rapporter plus de points. Donc là-dessus aussi, va falloir être attentif parce que ça pourra bouger très vite. Donc on a fait le tour, je pense, pour ce qui est des hypercars. Passons un petit peu par les GT aussi. Je te laisse si tu veux introduire ce point-là, ce qui s'est passé en course GT globalement. Mais pour le GT, la course a été plutôt calme, là aussi. Une course stratégique qui a été dominée par les écuries ont le plus d'expérience, les écuries solides, comme le team Montel, le team WRT ou le team TF Sport. Donc oui, course plutôt calme, quelques accrochages, notamment avec les Mercedes, qui se sont fait rentrer dedans par des hypercars, par des BMW. Donc oui, c'était un peu compliqué pour les Mercedes qui partaient pourtant bien. Mais à part ça, oui, course très calme en GT. Comme en hypercar, ce sera globalement la stratégie qui va définir les courses en GT. Mais on peut parler par exemple de Ferrari, McLaren qui ont été complètement invisibles sur le début du week-end. Surtout par exemple pour McLaren qui avait fait un beau début de saison et puis qui finalement, depuis quelques courses, on les voit plus trop. Donc McLaren un petit peu décevant finalement sur cette première moitié de saison. Eux, qu'on attendait quand même mieux placés dans la hiérarchie. Puis après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Aston Martin, qui avait signé la pole. Si tu veux en dire un petit mot sur Aston Martin, ouais, qui avait signé la pole et qui a finalement pas su concrétiser en course. Aston Martin qui était en pole. Donc la voiture en pole, si je dis pas de bêtises, c'était la numéro 23 de chez Aston Martin qui termine bonne dernière de la course. Donc oui, compliqué pour eux en partant premier de finir dernier. C'est dur pour Aston Martin qui encore une fois, voilà, comme moment, n'a pas de rythme en course, qui a beau être rapide en qualif, n'est tout simplement en course, c'est pas ça pour Aston Martin. Au contraire de Ferrari et McLaren, comme tu l'as dit, qui eux n'ont été rapides à aucun moment du week-end. On s'y attendait pour Ferrari car c'est un circuit que les Ferrari n'apprécient pas vraiment. McLaren aussi
Donc bon, course dans l'anonymat pour eux. On peut aussi parler en GT3 des Lexus qui ont été aussi décevantes malgré un beau début de course, qui ont très vite dégringolé dans la hiérarchie. C'est dommage. Oui. Parce qu'ils auraient pu jouer quelque chose. Les Lexus qui attendent d'avoir enfin une nouvelle voiture et la Toyota l'an prochain. Ça va leur faire du bien, cette équipe, je pense, une nouvelle voiture. Oui, et à part ça, on peut parler des voitures qui, elles, ont été rapides. Oui. Notamment les BMW qui ont fait une plutôt bonne course. Surtout la numéro 69. Oui. Qui a réussi grâce à une bonne stratégie à bien remonter et à faire deuxième. Oui, la 69 du coup qui termine en deuxième position. Belle performance pour la 69 qui partait un petit peu. Il partait combien? Il partait quatrième. Donc ils ont quand même su aller le chercher, le podium sur la piste. Surtout que devant eux, ils avaient du coup la Mercedes et la Lexus qui ont eu plus de mal. Et puis on peut aussi parler de la belle course de Corvette avec la numéro 34. Exactement. Corvette qui à l'image un peu de BMW en hypercar a maîtrisé sa course avec une bonne stratégie et qui tout le long a su maintenir son avance et consolider sa victoire au fur et à mesure. Très bonne stratégie encore une fois, et aussi très bonne stratégie des Porsche, notamment la 92 et donc la 91, qui, même si elles n'étaient pas les plus rapides, et elles partaient loin aussi sur la grille, elles partaient pas dans les premiers, mais elles ont su bien remonter, faire une belle course solide, une stratégie solide et un beau rythme en fin de course pour les Porsche, donc c'est plutôt pas mal. Au contraire, notamment des Ford Proton et des Mercedes Veyron Lynx, où malgré le fait qu'ils aient été plutôt rapides durant la course, notamment les Ford qui avaient du rythme, malheureusement aussi là des erreurs, une stratégie pas top qui leur coûte un peu cher, alors qu'ils pouvaient jouer le podium. Et du côté de Mercedes, la course a été compliquée, parce que même s'ils avaient du rythme, et déjà dès le départ la course est compliquée pour eux, avec un faux départ de la 79 qui avait pris la tête, qui leur a valu un drive-through. Puis après, tout le long de la course, vraiment les Mercedes ont été le punching ball de la grille, avec la 61 qui s'est fait sortir, je crois, 2 fois, dont une fois par une BMW, la BMW 69, je crois, et la 79 qui s'est aussi fait sortir. Donc oui, voilà, pour Mercedes, la course n'a pas dû être simple. Oui, t'as totalement raison pour Mercedes. T'as aussi mentionné Ford, et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Ford depuis le début de ce point GT. Et c'est vrai que Ford, ils avaient du rythme, mais ça fait un peu comme Cadillac en hypercar, ils n'ont pas trop su concrétiser. Ils avaient le rythme en début de course pour se battre devant, puis finalement une 5e et une 10e position au bout. Il y a eu un accro en plus avec la 77, il me semble, la 88 qui termine 5e. Ils avaient du rythme pour une fois, et puis finalement ça n'a pas trop concrétisé. Ford, depuis le début de la saison, c'est un petit peu ça globalement, hein. Ils ont la possibilité d'avoir le rythme, mais finalement ça s'estompe assez vite. Il y avait eu, c'était à Spa, il me semble que la Ford, c'était la 77 qui avait pris la tête, et puis 5 minutes après avoir pris la tête, ils se retrouvent en tête à queue dans le bac à gravier. C'est fin de course pour eux, donc un petit peu de malchance, un petit peu d'erreur, un petit peu de manque de rythme depuis le début de saison pour le constructeur américain qui, on le rappelle, l'année prochaine arrive en hypercar. Ce qu'on disait avec mon invité dans l'épisode sur les 24 heures du Mans, Ford qui devrait faire rouler son hypercar pour la première fois au mois d'août, donc à surveiller. Mais oui, non, compliqué cette course pour Ford. Ouais, compliqué pour eux, et oui, comme tu dis, leur hypercar, donc la faire rouler pour la première fois au mois d'août.
C'est peut-être un peu tard qu'on voit que McLaren ont déjà commencé à faire des essais avec leur hypercar, notamment sur le circuit de Magnico, je crois. Donc oui, ce sera les McLaren et Mercedes, les deux nouveaux l'an prochain en hypercar. McLaren et Ford. Surveiller, c'est sûr. McLaren et Ford, qu'il faudra surveiller l'an prochain. Oui, totalement. Et puis sinon, après en GT, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaites ajouter? Oui, on peut revenir sur Porsche aussi, que tu as mentionné rapidement tout à l'heure. Porsche qui finit du coup 3e et 4e, ce qui est quand même un bon résultat. Eux qui ont une course plutôt... Je saurais pas trouver de mots pour qualifier leur course, si t'en as un. La course c'était maîtrisé. On a vu l'expérience du Team Monte, qui malgré le fait de n'avoir pas été les plus rapides, ils ont quand même réussi à l'aide d'une bonne stratégie à remonter sur ce podium. Donc c'est pas si mal pour eux. Oui, bah c'est ça, c'est un bon résultat, c'est ce qu'ils avaient besoin. Et puis ça fait toujours plaisir de voir une Porsche sur le podium en GT, eux qui sont plus là en hypercar à part depuis cette année. Donc oui, ça fait toujours plaisir. Puis sinon, après, dans les autres constructeurs, on a mentionné globalement tout le monde. Les constructeurs sont un peu éparpillés partout au niveau des résultats, par les Ferrari, les McLaren qui sont globalement loin derrière. Aston Martin aussi, ils ont fini assez loin. Donc oui, puis on a parlé de la Corvette 34 du coup qui a gagné la course. Et puis la 33 qui avait gagné les 24 heures du Mans se retrouve en 8e position, juste derrière la Acodis numéro 87. Donc même pour Corvette en soi c'est une course quand même plutôt solide et qui leur fait du bien pour le championnat. Et du coup oui, course solide pour Corvette qui doit encore un peu plus les aider en plus des 24 heures du Mans pour le classement constructeur au championnat. Car, justement, j'allais y venir. Le championnat des équipes en LMGT3. Donc la Corvette numéro 33 du team TF Sport qui est toujours largement leader avec leur victoire aux 24 heures du Mans. Ça aide forcément parce que les 24 heures du Mans rapportent beaucoup plus de points. Donc 76 points pour eux. Devant la Porsche 92 du team Monte à 49 points. Puis derrière, c'est très serré pour la 3e place parce que en seulement 9 points se tiennent là, même en 10 points, se tiennent là entre la 3e et la 9e place. Donc c'est très serré. Pour la 3e place, par exemple, ils sont 3 dans un seul point entre la BMW 69 et la Corvette numéro 34 qui a gagné du coup hier soir à 43 points. Et puis juste derrière, la Ferrari numéro 21 à 1 point, donc 42 points. Donc non, franchement très très serré au championnat des équipes. Et pour la deuxième moitié de saison, ça s'annonce très prometteur au niveau du championnat. Ouais, c'est sûr. Je pense qu'on a fait le tour au niveau des GT, sauf si tu as quelque chose d'autre à ajouter. Non, c'est bon pour moi, on a fait le tour aussi. Ok. Et ben, ce que je te propose, c'est de répondre à la question des auditeurs. Donc, question je le rappelle, pour ceux qui souhaitent poser des questions pour les prochains épisodes, ça se passe sur Instagram, donc sur le compte du podcast dernierstint.podcast. Vous pouvez poser la question, il y a une publication qui est posée le jour ou la veille de chaque course. Et vous pouvez poser toutes vos questions en commentaire. Et on en prend une et on y répond. Et donc la question du jour, combien de circuits y a-t-il en commun entre le WEC et la F1 ? C'est vrai qu'on peut se poser la question, parce que par exemple Sao Paulo est aussi un circuit qui est connu en F1. Et puis finalement, il y a pas mal de circuits qui sont en commun. On va prendre par exemple les 2 calendriers du WEC et de la F1 en 2026. Et finalement, c'est 5 circuits qui sont en commun, donc plus de la moitié du calendrier du WEC qui est en F1, puisque il y a du coup Sao Paulo, comme on a eu ce week-end. Il y a aussi Spa-Francorchamps qu'on a vu en début de saison. Et puis après, dans les courses qui arrivent, il y a Austin aux États-Unis, le Qatar en fin de saison et Bahreïn aussi. Donc ce sont ces 5 circuits-là. Et puis Fuji, Le Mans et Imola ne sont pas ou plus au calendrier de la F1
aujourd'hui. À noter aussi que l'année prochaine, il y a un circuit qui revient au WEC. Je sais même pas si on en a parlé dans l'épisode précédent, mais c'est Silverstone qui va faire son retour dans le championnat du monde d'endurance. Donc l'année prochaine, un calendrier à 9 courses, avec du coup un nouveau circuit en commun entre le WEC et la F1. Tiens d'ailleurs, qu'est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Silverstone en WEC? Est-ce que pour toi c'est une bonne chose ou justement c'est un peu une mauvaise chose? Mais pour moi, Silverstone, c'est plutôt une bonne chose. C'est un circuit qui peut être très intéressant pour des courses d'endurance, comme on le voyait déjà à l'époque en LMP1. Donc oui, je trouve que c'est une bonne chose que ce circuit fasse son retour au calendrier. Parce qu'il y a un circuit en plus, contrairement à Interlagos ou Imola, qui n'est pas très court, qui fait quand même un peu long. Donc ça peut être quand même ça peut être très intéressant à regarder comme course. Oui, puis c'est surtout qu'il y a des sections, Silverstone, c'est déjà un peu un circuit mythique. Et puis il y a des sections qui sont propices au dépassement, surtout pour des voitures du calibre des hypercars, par exemple. Contrairement à, comme tu l'as dit, Imola ou Sao Paulo, comme on l'a vu. Niveau dépassement, ce sont pas les circuits les plus simples. Et on en avait parlé dans le premier épisode cette année à Imola, avec le trafic, etc., même qui était très compliqué à gérer. Mais et puis c'est surtout aussi pour le WEC, ça fait 3 ans qu'on a le même calendrier. Bon là, ça a un petit peu changé cette année avec le Grand Prix les 1000 km du Qatar. Non, c'est combien? 1812 km du Qatar qui ont été déplacés. Mais sinon, on a le même calendrier avec les mêmes courses dans le même ordre depuis 3 ans. Donc ça apporte aussi un petit peu de changement, un petit vent de fraîcheur d'avoir Silverstone l'année prochaine. Donc Silverstone qui se tiendra entre Imola et Spa, il me semble. Mais non, du coup, oui, ça fait toujours plaisir d'avoir un nouveau circuit. Nouveau, non, puisque Silverstone a déjà accueilli le WEC, mais d'avoir un circuit qu'on n'a pas vu, en tout cas, ces 3-4 dernières années. Exactement. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de la question. Avant de terminer cet épisode, petite prédiction pour la prochaine course. Prochaine course, on va devoir attendre 2 mois quasiment, parce que la prochaine course, ce sera le Lone Star Le Mans, donc les 6 heures de Austin aux États-Unis, donc sur le circuit du Texas. Donc la course sera le 6 septembre, donc vraiment petite vacances pour le WEC, presque 2 mois de pause. Qu'est-ce que tu attends de ce Lone Star Le Mans et qui c'est que tu placerais devant en hypercar et pourquoi pas en GT? Là, qu'est-ce que j'attends? J'en attends une course un peu plus animée que ce qu'on a vu ce week-end. Surtout que Austin, c'est un circuit qui est beaucoup plus propice au dépassement que Sao Paulo. Donc ça peut être une course très intéressante à regarder. Et après, je pense que Cadillac aura peut-être à cœur de bien faire à la maison, d'aller gagner cette course. Donc pourquoi pas une victoire de la 38. Et après aussi, pourquoi pas aussi une Ferrari dans le coup qui réussira à régler ses problèmes de rythme. Ça peut vraiment être une course intéressante. Et après en GT, je mettrai quand même une pièce sur une Porsche, sur peut-être la 92, qui a l'air plutôt rapide et qui peut être rapide et qui surtout gère très bien ses courses et effectue vraiment de bonnes stratégies tout le temps. Donc pourquoi pas une victoire de Porsche en GT3. Ok. Eh ben, de mon côté, je partirais sur pour la belle histoire, un petit peu comme tu l'as évoqué, Cadillac, qui pourrait faire une belle performance à domicile. C'est vrai que ce serait un bon moyen pour eux de pouvoir remporter une course, que ce soit à domicile au Texas, aux États-Unis. Et puis en GT, rester dans le même style, pourquoi pas une victoire de Corvette, eux qui montrent du rythme depuis le début de l'année. Donc pourquoi pas une victoire de la 33 qui pourrait mettre un coup au championnat à ce moment-là et prendre encore plus d'avance qu'ils en ont déjà.
Donc oui, pourquoi pas voir ces deux équipages-là s'imposer. Et puis chez Cadillac, la 12 ou la 38, peu importe. En soi, peu importe si c'est une des deux qui gagne. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour du coup de cet épisode, qu'on va pouvoir conclure. Donc comme je l'ai dit, prochain rendez-vous le 6 septembre prochain à Austin pour le Lone Star Le Mans. Petites vacances pour le Wake et pour le podcast. Profitez de vos vacances pour ceux qui ont la chance d'y être. On se retrouvera du coup dans presque 2 mois. C'est dans longtemps, mais ça va passer vite. Et puis merci Tim d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Et merci à tous de m'avoir invité. Et ben c'était très cool à enregistrer. Pas facile, hein, on le dit là, mais pas facile de faire un épisode de podcast sur une course qui a été très monotone et très calme. C'est pas forcément l'épisode le plus facile à préparer et à enregistrer, contrairement à une course comme les 6 heures de Spa ou les 24 heures du Mans qui ont quand même été plus animées. Si la pluie avait été là, peut-être qu'il se serait passé plus de choses, mais la pluie qu'on a attendue pendant 6 heures dans 10 minutes ne sera finalement pas venue. Donc voilà. Et bien merci à vous d'avoir écouté l'épisode du podcast, parce que sans vous, il n'y a pas de podcast. Et puis à la prochaine. On se retrouve au mois de septembre pour les 6 heures du Texas. À bientôt. Ciao ciao.